Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien ce dimanche, que vous avez passé d'ailleurs un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une réédition. Comme vous le savez, il m'arrive de temps en temps de prendre des anciens sujets que j'avais un peu bâclés, il faut dire ce qui est, et de les revoir et d'essayer de les compléter le plus possible pour vous faire une vidéo plus précise. Mais avant d'en venir à la vidéo, comme toujours, vous le savez, je vous invite à vous installer bien confortablement, que vous ayez fait le choix d'écouter ma vidéo comme de la regarder, autant que vous soyez bien installé, peut-être avec une petite boisson chaude ou froide, c'est selon votre envie. Et puis quelques petites choses à grignoter, vous aurez peut-être une petite faim en plein milieu de la vidéo, qui sait. Si vous avez pris tout ce qui était nécessaire et que vous êtes bien installé confortablement, eh bien nous allons pouvoir commencer cette réédition. Il n'y a jamais de surprise dans mes vidéos, vu que je marque le sujet dans le titre. Quand vous cliquez dessus, vous savez déjà de quoi je vais parler. Donc vous savez que nous allons évoquer la sorcière, ou supposée sorcière bien sûr, du nom d'Ursula Kemp. Comme je l'expliquais, il est possible que oui, quand vous recherchiez sur ma chaîne, vous puissiez tomber sur une ancienne vidéo qui traitait déjà de l'affaire Ursula Kemp. Mais comme je l'ai expliqué, je préfère le redire à chaque fois au cas où certains n'auraient pas vu d'autres vidéos rééditions. J'ai repris le sujet car à l'époque, je n'allais pas dans le fond des choses comme je le fais maintenant. Je faisais des courtes vidéos avec les informations générales et peut-être je ne sais même pas encore s'il y avait les principales informations dedans. Aujourd'hui, mes vidéos sont le plus complètes possible quand je le peux, ce qui explique que la durée par rapport à celle du début et celle de maintenant soit vraiment très différente. Maintenant que vous comprenez le concept, nous pouvons parler de notre chère Ursula Kemp. Et là, nous allons partir malheureusement dans une période de l'histoire qui n'est pas la plus réjouissante, puisque nous partons au XVIe siècle, c'est-à-dire en pleine période où la chasse aux sorcières était déclarée. Puisque l'affaire qui nous concerne, normalement on l'appelle aussi l'affaire des sorcières de Sainte-Osyth, puisque plusieurs dames ont été considérées comme des sorcières et il y a eu jugement. Aujourd'hui, comme vous aurez compris, nous nous intéressons à l'une d'entre elles plus précisément. Et vous l'aurez compris, si elles ont été jugées, c'était bien sûr pour sorcellerie. Ursula Kemp est née vers 1525 à Sainte-Osyth même. Alors Sainte-Osyth, c'est une ville qui se trouve en Angleterre et plus précisément dans l'Essex. Je n'ai rien trouvé en ce qui concerne son enfance. Tout ce que je sais vient de justement l'époque à laquelle elle a été considérée comme une sorcière. Alors, on dit que c'était Ursula Kemp ou Ursley Kemp et parfois on utilisait même le nom de Grey. C'était une femme qui était guérisseuse et sage-femme. Elle était comme beaucoup de femmes de son époque, c'est-à-dire qu'elle essayait de gagner humblement sa vie. Et pour cela, elle allait assister les naissances, elle allaitait les bébés, et il lui arrivait parfois de traiter des malades avec des potions qu'elle préparait, ou bien aussi des lotions qu'elle préparait elle-même. Tout cela à base de plantes. Bien sûr, cela ne payait pas grand-chose, et c'est pour ça qu'elle essayait de joindre les deux bouts et de survivre en créant des remèdes pour pouvoir soigner ses voisins, en espérant que cela se ferait savoir et que elle pourrait un petit peu mieux vivre pendant cette période. On dit d'elle qu'elle a eu recours à des stratagèmes assez rusés, plutôt créatifs, et que des fois elle s'est amusée à jouer de la crédibilité des gens. Elle va commencer à proposer ses connaissances pour faire des remèdes capables de conjurer le mauvais sort ou encore les malédictions. Ce qui n'était plus simplement des remèdes pour soigner, par exemple, je ne sais pas moi, un petit rhume
où vous êtes tombé, vous vous êtes fait un bleu, elle vous aurait préparé une lotion à base de plantes pour mettre sur le bleu pour que ça fasse moins mal. Non, elle allait jusqu'à proposer des remèdes justement contre ce fameux mauvais sort qui quelque part sera sa perte puisque on l'accusera de faire de ce mauvais sort. Puisque généralement l'accusation principale d'une sorcière dans son acte de sorcellerie, certes, c'est qu'elle aurait fait un pacte avec le diable pour devenir sorcière. Mais en dehors de ces choses, donc pour essayer de gagner un peu d'argent, quoi, pour essayer de vivre, pas non plus au-dessus de ses moyens, mais juste pour essayer de vivre, tout simplement, eh bien, elle avait trouvé cette petite combine qui lui permettait de gagner quelques petits sous en plus. Est-ce qu'on pourrait lui en vouloir ? Personnellement, je ne pense pas que ça soit à ce point-là, mais bon, à l'époque, les mœurs étaient différentes. Au fil du temps, Ursula va gagner en popularité parce que généralement, lorsqu'elle intervient en tant que guérisseuse auprès de quelqu'un, eh bien, tout se passe bien et la personne guérit. De ce fait, ça a commencé par un voisin qui est venu la voir et puis au final, ce sont tous ses voisins, un par un, qui sont venus pour être guéris de toutes sortes d'affections ou de maladies. Elle s'est rapprochée d'une de ses voisines qui s'appelait Grace Turlough, qui était sa voisine au départ et puis qui était devenue son amie. Elle est venue voir Ursula à l'époque puisque son fils, David Turlough, était tombé malade. Ursula, donc en bonne guérisseuse, va aider l'enfant. Soi-disant, Grace dit que celle-ci aurait prononcé des incantations pour aider Davy, mais bien sûr, vous comprendrez après que ce sont peut-être des mensonges. Et il aurait apparemment été très bien après, il n'était plus malade. C'est alors qu'une dispute va éclater entre Ursula et Grace. Un jour, Grace va refuser de laisser Kemp être la nourrice de sa petite fille Joanne. Car, comme vous l'aurez compris, elle faisait tous les petits boulots et être nourrice faisait partie de ces petits boulots pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Puis un jour, quelque temps après cette dispute, bizarrement, se dit Grace, eh bien, son enfant va tomber de son berceau et malheureusement, il va mourir en se cassant le cou. Tout de suite, à cause de la dispute qu'elle a eue avec Ursula, Grace commence à faire propager des rumeurs en ce qui concerne Ursula. Car au fond d'elle, elle pense que c'est à cause d'elle, du fait qu'ils se sont disputés et que celle-ci a refusé qu'elle soit la nourrice de sa petite fille, que celle-ci serait tombée de son berceau. Cependant, cela ne l'empêche pas de revenir voir Ursula. Car, finalement, à un moment, la guérisseuse lui était bien utile. Avec le temps, elle était devenue boiteuse. C'était possiblement à cause de ce qu'on ne connaissait pas à l'époque que l'on appelle l'arthrite aujourd'hui. Donc elle a un petit peu oublié les rumeurs qu'elle avait propagées et sa petite haine et son accusation personnelle pour retourner voir Ursula pour qu'elle la guérisse du fait qu'elle boitait. Kemp, pas rancunière, va aider celle qu'elle considérait comme son amie et la douleur va s'atténuer. Mais malheureusement, une autre dispute va éclater entre Grace et Ursula. Cette fois-ci, c'est parce que Grace a refusé de payer, puisqu'elle affirmait qu'elle ne pouvait pas payer les frais que demandait Ursula. Sauf que vous vous doutez que Ursula, elle était peinée, puisque c'est ce qui lui permettait de vivre. Et à l'époque, Ursula, elle avait un fils. Donc il fallait qu'elle se nourrisse, elle et son fils. Elle a dû faire avec, elle ne pouvait pas faire autrement. Seulement, quelque temps plus tard, Grace s'est remise à boiter. Et celle-ci a réagi comme elle l'a fait avec la mort de sa petite fille. Elle en a blâmé Ursula, en disant que ce soit la maladie de son fils, la mort de Joanne, ou encore le fait qu'elle boite, c'était de la faute d'Ursula qui se serait en fait vengée. Pour elle, c'est ça. Elle décide d'aller déposer une plainte auprès des autorités. Et une vraie dispute du coup entre les deux femmes va avoir lieu. Et là, c'est plus seulement des dires, puisque Ursula va réellement menacer
Grace de se venger par rapport à ce qu'elle venait de faire et aux mensonges qu'elle venait de dire. Grace, lors de son témoignage, va dire que après ce qui était arrivé, donc le fameux incident qui est arrivé à son fils et à elle-même pour son fameux boitement, tous deux ont rechuté. Lui, aussi bien le fils dans la maladie que elle qui s'est remise à boiter. Et elle va accuser ouvertement Ursula d'être la cause de la mort de sa fille. Mais malheureusement, ce ne sera pas la seule personne qui va avoir une dent contre Ursula. Lors de l'enquête, une certaine Alice Leatherdale va venir témoigner contre Ursula. Elle raconte que celle-ci aurait refusé de donner à Ursula une certaine quantité de sable à récurer. Vous savez, comme nous, un nettoyant abrasif, vous en avez sans doute chez vous. La sage-femme était venue chez elle lui demander parce qu'elle en avait besoin et qu'elle n'en avait pas. Donc, elle espérait avoir une aide d'une de ses voisines, tout simplement. Mais Alice, même si elle en avait, de toute façon, elle n'a pas voulu en donner à Ursula, puisque elle disait d'Ursula qu'elle était une bête mauvaise. Peu après ce refus, la fille d'Alice, Elisabeth, aurait un jour croisé Ursula. Selon les dires d'Alice, lorsque Ursula a vu Elisabeth, elle s'est mise à marmonner et murmurer des choses dans la direction de celle-ci. Peu après, Elisabeth va tomber malade et mourir. Tout de suite, Alice va accuser la guérisseuse d'avoir jeté un sort sur sa fille. Le plus perfide quelque part, c'est que lors du procès, on va même faire venir le fils d'Ursula, Thomas, qui a 8 ans. Et le juge va réussir, malheureusement, à faire dire des choses à ce jeune fils qui seront au final un témoignage contre sa propre mère. Celui-ci va dire que sa mère possède 4 familiers. Il y a Titey, qui est un agneau blanc mâle, Jake, un chat noir mâle, Pigeon, un crapaud noir femelle, et Tiffin, un chat gris femelle. Elle dit qu'elle les nourrissait de temps en temps avec des gâteaux et de la bière et quelquefois il lui arrivait même de donner à ces animaux son propre sang. Lors de son procès, apparemment, il aurait été confirmé que Titey, donc le fameux agneau blanc, aurait été envoyé spécialement pour tuer Joanne Thurlow, donc la petite fille tombée du berceau. Mais aussi que Jack le chat devait s'occuper de tuer sa belle-sœur. Les 2 autres familiers, donc le chat Tiffin et Pigeon le crapaud, eux étaient utilisés pour rendre les gens malades, ce qui les faisait venir chez elle et lui faisait gagner de l'argent. Il va aussi affirmer que sa mère a donné à Alice Newman un pot de terre cuite dont il pense que celui-ci contient des génies familiers. Quelques jours plus tard, après avoir reçu ce fameux pot de terre cuite, Alice Newman va confier à sa mère qu'elle avait envoyé les esprits tuer un homme de la région et son épouse. Quand ce fut son tour de témoigner, Ursula bien sûr ne voulut rien dire, mais il faut dire ce qui est, elle avait peur aussi pour son fils. Et puis le juge était pas bête. Il lui a dit que si elle parlait, ça serait plus simple, et puis comme ça, on pourrait être plus clément en ce qui concerne la punition et qu'elle ne serait pas pendue et que ça serait mieux pour elle. Et puis comme ça, son fils aurait toujours sa mère. Lorsqu'elle entendit cette promesse du juge, Ursula s'est dit d'avouer. De toute façon, elle savait que si elle ne faisait rien, la sanction que l'on exécutait pour sorcellerie à l'époque, c'était la pendaison. Or, elle se dit, il m'a promis qu'il serait clément, donc qu'il me laisserait en vie, ce qui est bien pour mon fils. Alors elle va se décider à faire des aveux complets. Ce juge qui a réussi à faire cela, c'est Brian Darcy. Il va ainsi rapporter qu'Ursula Kemp lui aurait fait des aveux complets, mais en privé. Elle lui aurait dit reconnaître que 10 ans plus tôt, elle avait souffert d'une boiterie dans les os. Et là je cite, c'est pas moi, ça fait pas très français, mais c'est marqué comme ça sur le truc du procès apparemment.
La guérisseuse qui l'avait soignée à l'époque lui a affirmé qu'elle était ensorcelée et qu'elle devait conjurer le sort qu'on lui avait lancé par elle-même. Elle a alors recommandé à Ursula de faire un rituel avec des excréments de cochon, du cerfeuil, de la sauge et du millepertuis. Le traitement a été efficace et Ursula a avoué que cela l'avait beaucoup aidée et même qu'elle était guérie. Elle avait partagé cette connaissance donnée par cette guérisseuse à 2 femmes qu'elle connaissait, qui avaient elles aussi un problème de boiterie comme elle, et ces 2 femmes s'en sont aussi très bien sorties et étaient totalement guéries. Quand elle a vu que ce que la guérisseuse lui avait conseillé avait fonctionné, eh bien à ce moment-là, elle s'est dit que elle aussi elle pourrait faire comme la guérisseuse, aider les gens à guérir de leur maladie. C'est comme ça en fait qu'elle a décidé de devenir guérisseuse à son tour. Jusque-là, ce qu'elle aurait reconnu comme des aveux donc à ce Brian Darcy, c'est pas vraiment quelque chose d'exceptionnel ou qui pourrait la faire condamner à la potence, on est bien d'accord. Ensuite, elle va reconnaître l'existence donc des fameux 4 génies qu'aurait mentionné son fils. 2 d'entre eux sont des esprits masculins qui, lorsqu'ils étaient encore donc avec un corps de chair et de sang, étaient des assassins. Et les 2 autres sont des esprits de femmes. C'est des esprits qui avaient été damnés parce qu'elles avaient rendu des personnes malades et aussi avaient détruit du bétail. Elle va aussi confesser qu'elle a envoyé ses génies rendre boiteuse Grace et tuer Joan Turlough. Mais également qu'elle les avait aussi envoyés pour Elizabeth Latherdale et sa propre belle-sœur. Mais elle ne se laissera pas accuser toute seule puisqu'elle accusera 12 autres personnes d'être ce qu'ils appelaient des sorcières. Lorsque celles-ci furent arrêtées, plusieurs d'entre elles vont reconnaître qu'elles sont des sorcières tout en sachant pertinemment ce qui allait leur arriver après, qui serait la mort. 6 d'entre elles seront pendues. Ursula pensait être sauvée car elle avait fait des aveux de bonne volonté et donc elle aurait droit à cette fameuse clémence que lui avait promis le juge Brian Darcy. Le seul problème, c'est que Brian Darcy n'était pas un juge à qui on pouvait faire confiance, malheureusement. Après tous les témoignages des voisins qui sont venus lors du procès l'accuser de recourir à ses familiers pour déclencher diverses maladies, diverses souffrances, etc. pour avoir plus d'argent pour elle, parce qu'ils allaient fatalement la voir en espérant qu'elle aurait un remède pour les aider. Bizarrement, Brian Darcy il a oublié sa promesse. Il va reconnaître Ursula Kemp coupable et responsable des décès d'Edna Stratton et de 2 enfants, Joan Turlough et Elizabeth Latherdale. Tout son procès, donc, dont je vous ai un peu expliqué ce qui s'est passé, aura eu lieu à Chelmsford en février 1582. Et comme vous aurez compris, plusieurs de ses voisins sont venus témoigner contre elle, et même des gens qu'elle croyait être ses amis, en passant devant le juge Brian Darcy, vont l'accuser d'être une sorcière. Le sort était donc scellé pour Ursula Kemp, qui, quelques jours plus tard, en 1582, toujours à Chelmsford, sera pendue à midi. C'est l'heure où les ombres sont les plus courtes. Avant de passer à la potence, elle sera enfermée dans ce qu'on appelle la cage, ou bien the cage en anglais. C'est une prison qui était composée d'une seule pièce, où on y mettait tous les détenus qui étaient accusés de sorcellerie. On les mettait là-dedans avec leurs enfants, pour qu'ils aient un dernier adieu avant la pendaison. Vous vous doutez que cet endroit doit être chargé d'émotions et de douleurs, donc je pense que niveau paranormal, c'est un endroit qui doit être assez intéressant à aller voir et à enquêter. D'ailleurs, il est même reconnu comme étant l'un des bâtiments les plus hantés de l'Essex. On pourrait se dire que l'histoire d'Ursula se termine là, et que malheureusement elle fut pendue malgré les fausses promesses du juge, mais elle refit parler d'elle
en 1921, lorsque 2 squelettes de femmes vont être retrouvés dans le sol d'un jardin de Saint-Osyth. Et on pensait à cette époque que l'un de ces squelettes était celui d'Ursula. On a retrouvé ce squelette avec donc le deuxième précisément dans le jardin arrière de monsieur Charles Brooker à Mill Street, donc à Saint-Osyth. Il pense que c'est celui de Ursula avec celui d'une autre femme. Parce que c'était probablement en fait la plus connue des sorcières qui a été pendue à l'époque de la chasse aux sorcières. Monsieur Brooker, pas bête, va en faire comme une sorte d'attraction touristique, car il va faire payer l'entrée aux gens pour venir voir le squelette possiblement d'Ursula, et il fera même faire des photos qu'il transformera pour les vendre en tant que carte postale. Une trentaine d'années plus tard, les restes du fameux squelette vont être vendus au Witchcraft Museum, qui se situe à Boscastle, et le propriétaire était à cette époque-là Cecil Williamson. C'était un sorcier païen qui a fait la promesse de préserver le squelette et faire tout son possible pour qu'il ne serve plus justement à gagner de l'argent, enfin qu'il ne soit plus exploité et que celui-ci puisse être tranquille et reposer entre guillemets. Malheureusement, il dut vendre son musée peu avant sa mort et ce fameux squelette présumé d'Ursula Kemp n'a pas été inclus dans la vente. Le dernier propriétaire connu de celui-ci, c'est un peintre prolifique britannique, Robert Lenkiewicz, qui était réputé surtout au niveau de son excentricité, si vous voulez. Il va exposer le squelette dans sa bibliothèque, mais il n'en était pas à sa première excentricité près, puisque il avait déjà dans celle-ci le corps embaumé d'un sans-abri local. Celui-ci va mourir à son tour le 5 août 2002. Et là, le squelette va se retrouver en plein milieu d'une bagarre de succession. Ensuite, j'ai pu trouver donc un extrait d'un article qui a été publié dans le Daily Gazette, qui est intitulé « Saint-Osyth, quelle sorcière et qui ?» C'est un article qui a été publié le 9 mai 2007. Apparemment, on a envoyé le squelette pour être étudié et donc confirmer si c'était bien, oui ou non, le squelette d'Ursula. Et c'est une certaine Dr. Walland qui va s'occuper de cette recherche dans le cadre de la journée annuelle de l'histoire locale des sexes de l'université. Il sera affirmé que le squelette trouvé dans le jardin de Mill Street en 1921 n'était possiblement pas celui de Kemp, qui, donc je vous rappelle, avait été pendu à Chelmsford. Elle va affirmer que le squelette a peut-être été trop rapidement étiqueté comme étant celui d'Ursula Kemp. Mais ça, quelque part, c'est un petit peu la faute du propriétaire qui a trouvé le squelette, et sachant qu'il y avait eu des pendaisons et des sorcières à l'époque, tout de suite il a pensé que c'était une sorcière, et puis ça a pu lui rapporter de l'argent. Il n'était pas fou le type non plus. Elle a fait ses déclarations donc dans le Pacton Graphic et l'Essex County Standard. Cependant, à ce moment-là, il n'y avait eu aucun test scientifique qui n'avait été effectué sur le squelette pour prouver qu'il datait bien de cette époque, que c'était bien possiblement Ursula Kemp, etc., etc. Tout ce qu'on va savoir, c'est que le squelette est possiblement celui d'une des sorcières pendues à l'époque, comme celui qui a été découvert avec le présumé squelette d'Ursula. Sans examen, rien du tout, on va penser que le squelette, et donc l'autre découvert, puisque je vous rappelle qu'ils avaient été 2 à être découverts ce jour-là, serait donc celui de Ursula Kemp et d'Elizabeth Bennet, donc une autre des sorcières qui aurait été toutes 2 pendues, comme l'étaient à l'époque les sorcières. Et on a supposé ça parce que sur les 2 squelettes, on peut apercevoir qu'il y a des rivets qui servaient en fait à lier les sorcières, et on enfonçait ceci dans leurs genoux et dans leurs coudes. Le docteur Lawrence va déclarer: en fait, cela aurait pu être l'une des 10 femmes. 2 squelettes ont été trouvés, il y a au moins donc 10 possibilités. 5 qui sont mortes à Chelmsford, ainsi que les 3 femmes qui ont été jugées comme sorcières en 1645. Le docteur Rollins va ajouter qu'en général, les villageois n'auraient
pas voulu rendre les sorcières qui ont été exécutées à Chelmsford pour qu'ils reviennent dans leur village. Mais on peut envisager que la famille a voulu sauver le corps de celle-ci. Mais dans ce cas-là, toujours selon le docteur Wallace, il faudrait se demander pourquoi ils auraient fait lier les mains en enfonçant donc ces fameux rivets au niveau des genoux et des coudes. C'est quand même bizarre si c'est la famille qui l'a décidé. Elle a donc finalement conclu en disant que tout ce qu'elle pouvait dire, c'est qu'il fallait que ce squelette soit soumis à des tests et une datation appropriée pour être sûr au moins que l'on pouvait affirmer que c'était l'une des femmes qui avait été pendue en 1582. Puisque affirmer que c'était Ursula Kemp était un peu plus compliqué vu que l'ADN, tout ça à l'époque on ne connaissait pas vraiment. D'ailleurs, avant cette explication d'analyse, donc avant qu'on décide d'examiner le squelette, il y avait eu aussi un article qui avait été publié au Plymouth Evening Herald qui citait le docteur Philip Stokes qui déclarait que le squelette gisait à l'intérieur du cercueil qui était recouvert d'un matériau bleu. Il a été disposé dans le cercueil avec des clous posés à côté aux endroits appropriés. Il était au fond de la bibliothèque, au premier étage, là où l'indexeur fonctionnait. Il n'y avait rien de spécial à ce sujet. C'était juste de vieux os desséchés. Je n'ai pas été surpris qu'il soit là, parce que Robert est là. On évoque la période où il appartenait à Robert Lenkiewicz. Je rappelle qu'il l'avait exposé à côté de son fameux sans-abri. Donc il dit qu'il n'était pas surpris qu'il soit là, puisque Robert avait eu de grands projets concernant la mort, et qu'il était une autorité en ce qui concernait les sorcières. Il avait une bibliothèque entière de matériaux de sorcellerie qui était unique. Il avait même réussi à obtenir un certain nombre de crânes de diverses sources au fil des années. Et ça, toujours selon les dires d'un de ses anciens amis, donc le docteur Philip Stokes. J'ai oublié de vous le préciser avant, je suis désolée, donc du coup ça fait un peu un saut dans la datation. Je passe de 2007 aux années un peu plus 90-2000. Excusez-moi. Donc après il y a eu la fameuse histoire en 2007 avec le Dr. Wallace. Et en 2007 encore une fois, un réalisateur, John Warland, qui normalement fait des documentaires, va se pencher sur le cas de Ursula Kemp. Et il va réussir à se procurer le squelette en lui-même pour tourner son documentaire Witchfinder, qui est basé principalement sur l'histoire de la sorcellerie à l'est de la Grande-Bretagne au XVIe, XVIIe siècle. Par contre, il va avoir la bonne idée, une fois qu'il avait le squelette entre les mains, de faire étudier celui-ci et de demander une datation au carbone 14 sur les restes. Une fois l'analyse effectuée, on est parvenu à la conclusion que ça ne pouvait pas être ceux d'Ursula Kemp, car il était impossible que celui-ci soit du XVIe siècle. C'était expliqué par la présence de clous qui étaient en fer dans différentes parties du squelette. Finalement, maintenant que l'on sait que ce n'est pas celui d'Ursula Kemp, et pour le repos de celui-ci, le corps va être inhumé de nouveau quelque part le 15 avril 2007, et cela en la présence de représentants qui soient à la fois chrétiens et païens, puisque quelque part nous ne savons pas quelle était la religion de la personne qui a été donc déterrée du jardin de Monsieur Brooker. Donc vous avez vu, son nom a fait parler de lui même dans les années 1921 et encore jusqu'en 2007. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est l'une des plus connues des sorcières, puisqu'on a continué à parler d'elle jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, ou heureusement quelque part, si son corps a été bien enterré, c'est heureusement, puisque sinon on aurait profané sa sépulture. Ce qui n'empêche que le squelette qui a été retrouvé, on l'a un petit peu dérangé quand même. Je ne sais pas qui c'était, mais faire ce qui a été fait, c'est-à-dire l'exposer ou dire que c'est Ursula Kemp sans avoir fait d'analyse scientifique et gagner de l'argent comme l'a fait Brooker au tout début, pour moi c'est un manque de respect total envers la personne qui était avant qu'elle devienne ce squelette.
Mais bon, après, c'est selon les opinions, et certains, pour gagner de l'argent, sont un peu prêts à tout. Hein. Bon, comme vous voyez, et comme souvent, et même presque quasiment tout le temps, eh bien, ce sont les dires des gens qui vont faire accuser une pauvre femme qui essayait juste à l'époque de joindre les deux bouts pour pouvoir se nourrir elle-même et son fils. Cela va dégénérer, et comme elle était guérisseuse en plus, et puis qu'à l'époque, c'était pas un truc, on va dire, très répandu, et surtout pendant la chasse aux sorcières, pas très bien vu, bah ça a fait toute une accumulation qui a fait que elle et du coup d'autres, puisqu'elle en a emmené d'autres avec elle, finiront pendues. Donc au final, sur 12 personnes qui ont été accusées de sorcellerie à ce moment-là, 7 sont mortes, donc dont Ursula et 6 autres femmes. Je le dis à chaque fois, mais voilà, moi c'est toujours ce qui me dépasse totalement, mais on peut pas vraiment comprendre parce que on peut pas se mettre dans l'état d'esprit où ils étaient à l'époque. Donc c'est vrai que nous, dans notre société actuelle, c'est plus difficile à comprendre comment on peut en arriver là, mais bon. Malheureusement, beaucoup de femmes et même des hommes, à cause de choses comme ça, ont été considérés comme des sorciers ou sorcières et ont été... Bon, apparemment en Angleterre on pendait, en France on mettait sur le bûcher, enfin c'était selon le pays d'après ce que j'ai compris. Mais apparemment je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était surtout la France qui était réputée pour brûler les sorcières sur les bûchers et que les autres ils étaient plus dans la tendance de la pendaison. Mais j'ai pas encore lu tout à ce sujet, donc je pourrais faire des découvertes qui me diront d'autres choses et d'autres informations. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié redécouvrir avec moi donc cette pauvre dame qui était Ursula Kemp, qui est morte quelque part de vouloir aider des gens, tout simplement. Et le pire, je pense, dans l'histoire, c'est que le juge a réussi à retourner son fils contre elle, et ça, c'était un juge mais perfide comme c'est pas permis, mais en même temps, je crois que quasiment tous les juges à cette période-là de la chasse aux sorcières avait la perfidie à revendre, je crois. En tout cas, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, du cas de Ursula Kemp en particulier, dans les commentaires. Si vous connaissez d'autres sorcières dont vous voulez que je fasse une vidéo. Même si vous avez compris que généralement, même si je mets le mot sorcière, malheureusement, la plupart du temps, ce sont juste les dires qui ont fait dire que c'était des sorcières. Et elles ne l'étaient pas réellement. D'ailleurs, est-ce que les vraies sorcières, telles qu'on les imagine, existent? Personnellement, j'en doute fortement. Que certaines personnes aient des dons, etc., je veux bien. Mais à l'image que l'on fait des sorcières et de tout ce qui a été dit contre elles, j'en doute fortement. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Mais bon, là, je suis encore en train de me perdre. Donc... Comme je disais, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un petit like qui fait toujours plaisir. Car comme vous l'avez vu encore une fois, c'est encore une belle vidéo qui, comparée à la première, il y a une grosse différence de temps. Et de renseignements aussi. Et puis, si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous hésitez encore, mais n'hésitez plus. C'est tout simple, ça prend quelques secondes. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez le paranormal et le surnaturel sous divers sujets, eh bien vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Donc il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton rouge s'abonner et de devenir un membre actif de la communauté des bibliothécaires de cette chaîne. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo qui sera publiée, puisque le sujet vous intéresse tellement que vous voulez voir toutes mes vidéos, eh bien il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner, puisqu'elle aura apparu comme par magie quand vous vous serez abonné, et de cliquer sur le choix recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne pour que dès qu'une vidéo soit publiée, vous soyez mis au courant par YouTube. Après, même si vous êtes mis au courant par YouTube, si le sujet ne vous intéresse pas, eh bien vous n'êtes pas obligé de cliquer dessus. Vous serez juste mis au courant qu'une vidéo vient d'être publiée sur ma chaîne. Après, libre à vous de venir regarder la vidéo ou pas.
Et puis pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible d'être fait, que ce soit à la pause café avec vos collègues pendant votre travail, que ce soit à la récréation au lycée avec vos potes ou à la sortie des cours, ou enfin voilà, ou bien à votre famille, enfin toute personne que vous pouvez connaître. Et informatiquement parlant, eh bien vous pouvez partager cette vidéo sur réseaux sociaux, les blogs, si vous avez un site concernant le paranormal, vous pouvez inclure cette vidéo dedans. Tant que vous mettez que cela vient de ma chaîne et que vous donnez pas le droit de faire croire que c'est vous qui avez fait la vidéo, moi ça me dérange pas que vous fassiez un lien qui amène les gens vers ma vidéo s'ils sont intéressés par tel ou tel sujet. Eh bien, je crois, mes chers amis bibliothécaires, que je vais arrêter de blablater un peu et qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!